Sota daf même tête. Bon. Dernier daf de Masechet Sota et le dernier daf du Pérec qui concerne les halachot de Egla Arufa. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est comme on l'a fait plusieurs fois, on résume toutes les halachot comme elles sortent dans le Rambam. Le Rambam se trouve dans le Chot Rotseach Veshmirat Nefesh. Ça se trouve dans la partie Nezikin. Le 9e et le 10e Pérec, c'est les halachot qui concernent la Egla Arufa. Et donc, on va, de cette manière-là, survoler la halachot et faire une belle chazara sur tout le Pérec. Le Rambam dans la Aleph, il dit, dans le cas où on a trouvé quelqu'un qui est mort, il se trouve au milieu, on l'a retrouvé jeté sur le sol et on ne sait pas qui l'a tué. Dans le cas où on sait qui l'a tué, il y a deux témoins, c'est un autre processus complètement. On vérifie les témoins et on tue l'assassin. En tout cas, ici, on parle d'un cas, bien sûr, on ne sait pas qui l'a tué, on a trouvé juste le cadavre. Alors, dans ce cas-là, on le laisse sur place, on ne l'enterre pas tout de suite. On convoque tout de suite 5 des anciens qui font partie du Sanhedrin Agadol, du Bedin Agadol qui se trouve à Yerushalayim, le Bedin de 71. Ils vont en sortir 5 personnes pour faire la mitzvah de mesurer entre les villes pour savoir quelle est la ville la plus proche du cadavre. Même si on sait, on voit clairement qu'il y a une ville qui est plus proche que toutes les autres, quand même, il y a une mitzvah de mesurer. Après que les 5 Dayanim ont mesuré, on sait quelle est la ville la plus proche. C'est que maintenant, d'après le Rambam, qu'on l'enterre. D'après d'autres Yerushalayim, on l'enterre tout de suite. Dès qu'on l'a trouvé, on fait un signe sur l'endroit où on l'a trouvé pour pouvoir mesurer. En tout cas, les Dayanim de Yerushalayim, ils reviennent, ils ont fini leur travail, et maintenant, c'est les Dayanim de cette ville, la ville la plus proche, qui prennent la relève pour continuer le processus. Et ils vont prendre maintenant une Eglat Bakar, une génisse, qui vient sur le compte des fonds de cette ville, et ils vont la faire descendre à un endroit qui s'appelle Nachaletan. Un Torah s'écrit Nachaletan, d'après le Rambam, Nachaletan, c'est comme on appelle aujourd'hui Nachal, c'est-à-dire une rivière qui a une cascade, et une cascade qui marche toute l'année, qui est bien forte, et c'est ça le Nachaletan qu'on appelle dans la Torah. D'autres Rishonim ne sont pas d'accord avec le Rambam. Ils disent que Nachaletan veut dire un champ qui est brut, qui n'a jamais été travaillé, qui a des rochers et que on ne peut pas labourer et travailler sur ce champ. Donc, en tout cas, maintenant, les Dayanim, ils vont avec cette génisse et cet endroit-là, qui n'a pas du tout forcément un rapport avec l'endroit où on a trouvé le cadavre, et ils vont prendre une hache et ils vont tuer cette génisse en frappant avec cette hache sur la nuque de la génisse, et c'est comme ça qu'elle va mourir. Le Zerat HaKatuv et le Beit Din de toute cette ville, ils peuvent même être une centaine. Ils vont tous maintenant se laver les mains à cet endroit-là, à l'endroit où ils ont tué cette génisse, et ils vont dire en Lashon HaKodesh, Yadenu lo shafru et adam hazeh, venenu le raou. On n'est pas responsable même de manière indirecte de ce meurtre, parce que on lui a donné à manger quand il est sorti de la ville, on lui a montré le chemin pour ne pas qu'il prenne un chemin dangereux, et les Kohanim qui se trouvent là-bas, ils disent aussi en Lashon HaKodesh une fila qu'on demande à Hachem que grâce à ce processus qu'on a fait, comme Hachem nous l'a demandé, Kaper l'Amcha Israël, Asher Padit Hachem, donne-nous une kapara, et ils ont comme ça maintenant fini le processus, et Hachem il leur fait une kapara. On passe à la Chadalet, après qu'on a vu vite tout le processus, le Rambam maintenant il rentre dans les détails, plusieurs halachot qui concernent toute cette mitzvah de Egla Arufa. Quand on mesure, alors il faut mesurer exactement, on ne fait pas de raccourcis dans les mesures, comme par exemple, on fait à propos des mesures des troumines. Comme troumine et des rabanan, il y a d'autres sortes de mesures. Ici, on monte, on descend s'il y a des collines, des vallées, etc. Une autre halakha qui concerne le fait de mesurer, on ne va pas mesurer de la ville de Yerushalayim. C'est-à-dire, si on a trouvé un cadavre qui est pas loin de Yerushalayim, on ne mesure pas du tout de Yerushalayim, on va mesurer des autres villes qui se trouvent dans les parages jusqu'à qu'on trouve quelle est la ville la plus proche du cadavre, même si c'est au fait Yerushalayim.
si on a trouvé le cadavre dans une ville euh, où il y a beaucoup de goïms ou d'assassins, alors on ne fait pas du tout le processus de Glaroufa parce que on peut être pratiquement sûr que c'est un goï qui l'a tué. En fait, tout ce processus est un lien de kapara. C'est un lien de kapara sur un assassinat qui a été fait par un juif. Et donc, on doit prendre maintenant le Bédine, il prend la responsabilité d'apaiser la colère de Hachem, de faire une kapara, de publier au maximum cette chose-là pour que peut-être à la fin de ce processus, on va même trouver l'assassin. Quand ça va être publié, il y aura des gens qui vont dire oui, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, jusqu'à qu'on va arriver chez l'assassin. À la Chavav, quel est le din s'il y a deux villes? Le cadavre il se trouve entre deux villes. Il y en a une qui est plus proche, mais la deuxième elle est plus loin, mais d'un autre côté, il y a plus de monde dans cette ville. Alors, il y a une halakha qui dit proche et majorité, on va en fonction de la majorité. S'il est exactement entre deux villes, il se trouve à une distance qui est exactement la même entre les deux villes. Dans ce cas-là, les deux villes amènent en association la génisse et ils vont faire un tnaï. Ils vont faire une condition. Si c'est nous qu'on est chayav, c'est nous. Si c'est vous qui êtes chayav, c'est vous. Et le reste, c'est un cadeau. À la khatet, à partir de où on mesure exactement? On mesure à partir du nez du niftar. Et dans le cas où la tête, elle se trouve à un autre endroit que son corps, alors on ramène le corps vers la tête. Il y a le marchokat dans la Gemara là-dessus. On l'enterre à cet endroit-là. Et de toute façon, on mesure en fonction du nez. À la Kayoud, une halakha qui concerne si on a trouvé beaucoup de niftarim un à côté de l'autre, alors on va mesurer à partir du nez de chacun. Et dans ce cas-là, s'ils sont tous proches, plus proches d'une ville, alors cette ville peut se suffire d'amener une seule génisse pour tout le monde. Dans le cas où certains se trouvent proches d'une ville et d'autres se trouvent proches de l'autre ville, alors ils devront amener deux génisses, une génisse de chaque ville. Encore une rachat qui a été faite dans la Gemara, à la Chayou d'Alef dans le Rambam, c'est écrit qu'il m'a fait halal quand on a trouvé un cadavre. Qu'est-ce que c'est exactement un cadavre? Alors, c'est quelqu'un qui a été tué par une épée, un couteau, en tout cas quand il a eu du sang. S'il a été étranglé, il ne rentre pas dans la catégorie halal. Et aussi dans le cas où on l'a trouvé quand il bouge encore, c'est ce qu'on appelle métartère. Et ici, le Rambam, il ne rentre pas dans les détails. J'essaie de vérifier exactement qu'est-ce que c'est cet halakha. Pourtant, il est mort. Pourquoi on ne devrait pas amener la Roufa? Dans le Torah Tmima, il ramène un Yerushalmi qui donne encore plusieurs détails là-dessus. Et il se pose la question, de Torah Tmima, pourquoi le Rambam n'a pas donné les détails? Qu'est-ce qu'il en est maintenant s'il est mort plus tard? En fait, s'il est mort plus tard, on dirait qu'ils amènent une Egla Roufa. La seule nafkamina qu'il y a, c'est si on l'a trouvé alors qu'il bougeait à un endroit, et maintenant on l'a retrouvé plus tard à un autre endroit. On ne dit pas qu'il est mort à l'endroit où on l'a vu déjà quand il n'allait pas bien, mais on va mesurer à partir du deuxième endroit. En tout cas, il y a quelques détails là-dessus. On continue. On a vu longuement dans la Gemara, c'est écrit Bassadé dans la Torah, on l'a trouvé dans le champ. Donc dans le champ, c'est sur la surface du champ, pas enterré, et sur le champ lui-même, et pas quand il se trouve en train de flotter sur de l'eau ou quelque chose comme ça. Bien sûr, dans le cas que si on connaît l'assassin, alors on ne fait pas la glaroufa. Et là, le Rambam, il nous rend dans plusieurs halachot à propos de cette chose-là. S'il y a par exemple un témoin, même si c'est un témoin qui n'est pas caché, qui dit moi je connais l'assassin, je l'ai vu le tuer, alors dans ce cas-là, on ne fait pas la glaroufa. S'il y a deux témoins contre lui, s'il y a deux contre deux, s'il y a deux femmes contre deux femmes, etc. Plusieurs halachot qui concernent ces choses-là, on ne rentre pas maintenant dans les détails. On passe au deuxième pérec qui continue la halachot de Glaroufa. La halakha de Glaroufa se fait qu'en Eretz Israël, ou bien de l'autre côté du Yarden, là où certains Shvatim ont reçu leur partie d'Eretz Israël du temps de Moshe Rabbeinu, de Yoshua ben Nun, la Jordanie d'aujourd'hui. Là-bas aussi, ça fait partie d'Eretz Israël à propos de Glaroufa. Mais on ne fait pas avec la roufa quand c'est complètement routlar. La génisse, elle doit avoir un âge qui est inférieur à 2 ans.
si elle a 2 ans et 1 jour, on ne peut plus l'utiliser. Si elle a des défauts, c'est quand même cachère. C'est différent de la vache rousse. Si on a travaillé, on l'a utilisé pour un travail, là, c'est déjà pas saoul. Et ici, c'est par contre exactement comme la génisse. Il y a 2 halakhot là-dessus. Il y a, si on a mis un joug sur la génisse, alors elle est psoula tout de suite, à condition qu'on l'a tiré avec ce joug de 1 téphar. Ça, c'est un détail qu'il n'y a pas dans la paradouma. Mais en tout cas, elle est pas saoule tout de suite, même dans le cas où je ne l'ai pas utilisé finalement pour labourer ou quelque chose comme ça, même si je l'ai fait pour rien. Par contre, si j'ai travaillé avec la génisse, alors si je l'ai déposé par exemple un fardeau sur la génisse, c'est que dans un cas où il y a eu une utilisation, que c'est pas saoul. Encore un exemple qui ressemble, si par exemple, il a mis une couverture sur la génisse pour la protéger à elle, des mouches ou de la chaleur, ça ne la rend pas pastoul. Si par contre, il a mis la couverture pour son propre, il avait besoin de porter la couverture, alors dans ce cas-là, c'est pastoul. Encore une halakha, halakhahe, le processus de glaroufa se fait que le jour, parce que c'est considéré comme un peu comme un korban. C'est pas un korban, mais ça a certains halakhot qui ressemblent aux korbanot, qui se font que le jour. Toute la journée c'est cachère, depuis l'aube jusqu'à la tombée de la nuit. On ne fait pas 2 génisses en même temps, parce que on ne fait pas de manière générale 2 mitzvot en même temps. C'est un mépris envers la mitzvah. Alachavav. Isurana. Il y a ici 2 Isurana. On n'a pas le droit de profiter de la génisse après qu'on a fait la mitzvah, et de l'endroit aussi. La génisse après qu'on lui a fait la mitzvah avec la hanche et la nuque, alors on l'enterre sur place, et à partir de ce moment-là, on n'a plus le droit de l'utiliser. À partir du moment, même avant qu'on lui a coupé sa nuque, on n'a plus le droit de l'utiliser à partir du moment où on l'a amené, on l'a déposé à l'endroit du nachaletan. Et donc, dans ce cas-là, même si elle est morte avant qu'on ait le temps de la tuer, alors on ne l'utilisera pas et on l'enterre. Qu'est-ce qu'il en est si, par exemple, après on a trouvé des témoins? Par exemple, il y a un témoin qui a dit j'ai vu l'assassin, 2 témoins qui ont dit c'est pas vrai, tu ne l'as pas vu. Donc on croit les 2 témoins et on a commencé le processus de la glaroupa. On l'a mise de côté, on l'a descendu au nachaletan, et puis à ce moment-là, ces 2 témoins, il s'est avéré que c'était des menteurs, parce qu'il y a eu 2 témoins, deux autres témoins qui sont venus et qui ont dit comment vous dites que ce premier témoin n'avait pas raison, pourtant vous-même vous étiez à un autre endroit complètement en ce moment-là. Alors dans ce cas-là, on a le droit de profiter de la Egla Arufa, qui n'a pas encore été tuée. Si on a trouvé l'assassin, alors elle peut sortir, tourner dans le champ, la Egla Arufa, même si on l'a déjà déposée, on l'a déjà désignée. Si par contre on lui a déjà coupé la nuque, alors on l'enterre sur place. À la khatet, l'endroit sur lequel, le champ sur lequel on a fait le processus de la Egla Arufa, on n'a pas le droit de semer ou de labourer jusqu'à toujours. Par contre, si on a le droit de faire des travaux qui n'ont pas de rapport avec le champ lui-même, par exemple, je tisse, je couds au-dessus, c'est que les travaux qui sont en rapport avec la terre, qu'ils sont interdits. Une petite question qui n'a pas été ramenée dans le Rambam, est-ce qu'on a le droit de construire une maison, par exemple, là-dessus? Si je ne me trompe pas, c'est une marloquette, celle que j'ai réussi à vérifier. À la Chayoud, avec ça, le Rambam, il finit. La Egla Arufa doit être ramenée par les gens, sur le compte des gens de la ville, même s'ils ont tardé plusieurs années et que Yom Kippour est passé, on aurait pu croire que ça y est, ils ont une kapara. Eh bien non, cette mitzvah, elle doit être faite et on doit les forcer à la faire, même s'il y a beaucoup de temps qui est passé jusqu'à ce moment-là. Pour finir, un Midrash, le Midrash, il raconte que il y avait un nez spécial qui se passait avec la Egla Arufa, c'est que
en fait, il y a plusieurs manières d'expliquer ce midrash. La manière la plus connue, c'est qu'après qu'on a fait le processus de la glaroufa, il y avait une vermine, en fait des fourmis qui sortaient de la glaroufa et qui conduisaient les Dayanim jusqu'à la maison de l'assassin. Et de cette manière-là, on découvrait qui était l'assassin. Bien sûr qu'on ne peut pas le tuer parce que c'est pas un témoignage de deux témoins, mais quand même, il y avait un est qui découvrait l'assassin, sûrement que le Bedin il trouvait certaines manières pour comment s'occuper de cette personne. Voilà, Batlaka pour Masechet Gitin, et à très bientôt.